La tempête était réelle. Le désastre était permis. En seulement 8 heures, Valence s'est retrouvée sous les eaux, tandis que les alertes arrivaient tard, voire pas du tout. S'agissait-il simplement d'une tragédie climatique? Ou quelqu'un a-t-il décidé de fermer les yeux alors qu'elle aurait pu être évitée? Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas une surprise. C'était une série d'erreurs ou de décisions. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas voir n'est pas ce qu'on t'a raconté aux informations. Valence sous l'eau. La tempête qui n'aurait pas dû être une surprise. Valence s'est transformée en un paysage apocalyptique en moins d'une journée. Il n'a pas fallu une semaine, un cyclone, ni même une combinaison d'événements extrêmes inédits. Il n'a fallu que 8 heures. 8 heures de pluie intense pour ravager les rues, détruire des maisons, emporter des voitures comme si elles étaient en papier et transformer les places en rivières impétueuses. En ce bref laps de temps, l'équivalent d'une année entière de précipitations s'est abattu sur la ville. Une quantité normalement répartie sur 365 jours, comprimée et distribuée en une seule journée. Le résultat a été dévastateur. Plus de 200 personnes sont mortes, des milliers ont été blessés, de nombreux disparus et des dizaines de milliers ont tout perdu. De la côte valencienne à l'intérieur des terres, y compris dans des points critiques comme les îles Baléares et la Castille-La Manche, les infrastructures se sont effondrées. Les communications ont été coupées et dans bien des cas, la réponse a été inexistante. Les images sont rapidement devenues virales. Voitures flottant à la surface, maisons détruites, corps exhumés de la boue et citoyens criant à l'aide depuis les toits de leurs immeubles. Mais le plus choquant n'était pas la quantité d'eau ni la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Le plus inquiétant était autre chose. Ce n'était pas une surprise. La tempête qui a dévasté Valence porte un nom. Elle s'appelle Dana, une dépression isolée de haute altitude. Autrement dit, une goutte froide. Ce n'est ni un phénomène nouveau ni inconnu. En fait, les météorologues espagnols l'étudient depuis des décennies. La région du Levant est particulièrement sujette à ce type de formation, surtout en automne, lorsque la mer conserve encore la chaleur de l'été et se combine aux masses d'air froid venus du nord. Alors, comment est-il possible qu'un événement aussi prévisible ait provoqué l'une des pires tragédies naturelles de l'histoire récente de l'Espagne? Les signes étaient là. Les satellites l'ont vu. Les modèles météorologiques l'ont indiqué. Même certains rapports publiés par des institutions scientifiques internationales ont averti des semaines à l'avance de la possibilité d'événements extrêmes en Méditerranée occidentale. Où étaient les alarmes? Où était la préparation? L'Agence météorologique nationale espagnole, AEMET, a émis une alerte rouge le matin du 29 octobre. Cependant, l'alerte officielle des autorités locales, qui aurait dû parvenir aux citoyens par SMS, n'a été envoyée qu'à 20 heures, alors que l'eau avait déjà inondé des milliers de foyers et causé la mort de plusieurs personnes. Comment expliquer ce retard? Manque de coordination? Inefficacité? Ou autre chose? Il ne s'agissait pas d'une défaillance technique, mais d'une erreur humaine. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle n'était pas accidentelle. Depuis des années, les experts parlent d'un phénomène croissant, la saisonnalité interrompue, c'est-à-dire que les saisons ne se comportent plus comme avant. L'automne ne se caractérise pas par des pluies douces et progressives, mais par de longues périodes de sécheresse entrecoupées de pluies torrentielles. C'est la nouvelle norme climatique. Et Valence, malheureusement, vient de le confirmer. Un document du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié en 2022, indique que la Méditerranée est l'une des régions qui se réchauffent le plus rapidement au monde. Et cela conduit à une augmentation de phénomènes tels que les dépressions de faible intensité, LDL, des dépressions isolées et stationnaires au pouvoir destructeur cumulatif. Les autorités ne le savaient-elles pas ou n'ont-elles tout simplement pas voulu agir? Car agir coûte cher. Agir signifie investir dans le drainage, moderniser les infrastructures, repenser l'urbanisme et, surtout, faire face à cette réalité dérangeante. Nombre de nos modèles de développement sont construits dans l'ignorance des avertissements de la science. Et si ces avertissements se confirment, quelqu'un devra en assumer la responsabilité. Et cela, dans le monde politique, équivaut pratiquement à une condamnation à mort. Par conséquent, lorsqu'une tempête connue, prédite et annoncée parvient à détruire une ville entière, la question qui se pose n'est pas seulement « qu'est-ce qui a mal tourné ?», mais « qui a laissé tout cela échouer ?»
Car s'il y a une chose qui est claire après la catastrophe de Valence, c'est que les décisions les plus importantes n'ont pas été prises au moment opportun. Les modèles étaient là. Les rapports existaient. Les connaissances techniques ne manquaient pas. Ce qui manquait, c'était la volonté. La volonté de prévenir. La volonté d'investir. La volonté d'écouter. Et peut-être, si nous écoutons attentivement, entendrons-nous aussi autre chose. Un silence gêné. Celui de ceux qui, sachant ce qui pouvait arriver, ont choisi de ne pas déranger leurs supérieurs. De ne pas interrompre un sommet sur le climat par une catastrophe nationale. De ne pas tirer la sonnette d'alarme avant que ce ne soit politiquement opportun. Valence n'a pas été seulement victime d'une tempête. Elle a été victime d'un système qui préfère encore réagir plutôt qu'anticiper. Et ce système, s'il ne change pas, est condamné à répéter les mêmes erreurs, avec de nouvelles villes, avec de nouvelles victimes. Et vous qui regardez ça, pensez-vous vraiment que cela ne peut pas se reproduire? Si cela vous semble alarmant, imaginez ce qu'on ne vous dit pas. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que plus de gens se réveillent. Car ce qui a été caché à Valence pourrait se reproduire chez vous. Dana ou la distraction. Le climat comme bouc émissaire. Après chaque catastrophe, le récit officiel émerge. Une histoire simple et commode qui fait peser le poids de la tragédie sur quelque chose de naturel, de inévitable, d'inattendu. Dans le cas de Valence, cette histoire porte un nom, Dana. Dana, dépression isolée de haute altitude, a été désignée dès le départ comme la principale responsable de l'effondrement, une goutte froide et stationnaire, isolée du courant jet, qui a trouvé dans l'est de l'Espagne les conditions idéales pour déchaîner toute sa fureur. Mais est-ce là toute l'histoire? Ou était-ce plutôt le bouc émissaire idéal? Commençons par les bases. Oui, la Dana est un véritable phénomène météorologique. En fait, elle est assez fréquente dans le sud-est de la péninsule ibérique, surtout en automne. Elle se forme lorsqu'une masse d'air froid se sépare du courant jet polaire et descend vers des altitudes plus basses, interagissant avec des masses d'air chaud et humide, comme celles qui se forment généralement au-dessus de la mer Méditerranée. Cette interaction peut générer des précipitations intenses et persistantes. Ce n'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. Mais voici le premier détail gênant. Toutes les tempêtes Dana ne se ressemblent pas. Ce qui s'est produit à Valence était une tempête Dana parfaitement alimentée par un ensemble de facteurs déjà alignés quelques jours auparavant. La Méditerranée était exceptionnellement chaude après un été caniculaire. L'air chaud et humide s'est élevé sans contrôle. La vague de froid est arrivée juste au moment où elle aurait dû. Et pour couronner le tout, l'urbanisation extrême des zones côtières, envahies par le béton et dépourvues d'espaces de drainage adéquats, a préparé le terrain pour une catastrophe. Valence était un cocktail tout prêt. Il fallait tout secouer. Et pourtant, personne ne l'a vu venir. Du moins, c'est ce qu'on dit. Car le discours dominant était clair dès le départ. La météo est imprévisible. Les modèles n'avaient même pas anticipé cette ampleur. Les conditions ont changé d'un instant à l'autre. Des mots qui semblent scientifiques, mais qui, à y regarder de plus près, révèlent des failles. De nombreux météorologues indépendants et moins indépendants avaient averti quelques jours auparavant que les conditions dans la péninsule orientale étaient propices à une tempête extrême. Certains ont même évoqué la possibilité d'une Dana stationnaire. Des alertes techniques ont été émises, des cartes satellites analysées, des publications ont été réalisées. Mais rien de tout cela n'a atteint le grand public. Pourquoi? C'est là que la question devient délicate. Y a-t-il eu un problème de communication? Ou une décision consciente de ne pas communiquer? Car le 29 octobre n'était pas une date comme les autres. C'était le prélude à la COP 29, le sommet climatique le plus attendu de l'année. Les nations du monde entier s'apprêtaient à se réunir à Bakou pour discuter, débattre et négocier l'avenir de la planète. Les yeux du monde entier étaient rivés sur les engagements de réduction des émissions, sur la transition énergétique, sur les millions de vies qui pourraient être sauvées si des mesures étaient prises rapidement. Et soudain, Valence, une ville européenne moderne, submergée par les eaux, un système d'alerte défaillant, une réponse institutionnelle lente et maladroite, une catastrophe qui a éclipsé le récit optimiste de l'événement climatique le plus important de l'année. Était-ce une coïncidence? Car si une chose est devenue évidente dans les jours qui ont suivi,
c'est que le discours politique a tout fait pour réduire ce qui s'est passé à une simple tempête. Une dana, une anomalie, quelque chose de naturel, rien qui ne doive susciter une inquiétude excessive, rien qui nécessite des démissions, rien qui remette en question des décisions passées. Mais le climat, à lui seul, n'a pas construit de ville sur des plaines inondables. Il n'a pas ignoré les signalements de vulnérabilité urbaine. Il n'a pas réduit les budgets des infrastructures hydrauliques. Il n'a pas envoyé d'alerte avec 8 heures de retard. Tout cela était humain. Et ce n'était pas un accident. De plus, si l'on examine attentivement le schéma qui s'est répété dans d'autres tragédies climatiques récentes, on constate un schéma inquiétant. On accuse le climat de se soustraire à ses responsabilités. On parle d'imprévisible, d'atypique, d'inédit, pour cacher le fait qu'on l'avait souvent vu venir. Seulement, il était plus commode de détourner le regard. Et à qui profite cet aveuglement? Ceux qui gèrent les budgets sans contrôle citoyen. À ceux qui reportent des décisions difficiles, se réfugiant derrière un manque de certitude. À ceux qui cherchent une excuse parfaite pour dire « personne n'aurait pu l'empêcher ». Car si ce qui s'est passé à Valence était imprévisible, alors personne n'est responsable. Et si personne n'est responsable, il n'y a pas de conséquences. Et s'il n'y a pas de conséquences, tout reste pareil, jusqu'au prochain Dana. Mais vous et moi savons que les choses ne sont pas si simples. Pas quand la science avertissait déjà que les tempêtes devenaient plus lentes, plus fortes et plus saisonnières. Pas quand la ville ignorait les recommandations sur la perméabilité des sols depuis des années. Pas quand les systèmes de drainage étaient clairement insuffisants pour un événement de cette ampleur. Négligence ou stratégie? C'est la question que beaucoup n'osent pas poser. Mais nous ne sommes pas là pour répéter ce que disent les bulletins officiels. Nous sommes là pour regarder entre les lignes, pour relier les points, se demander si c'était vraiment juste la météo ou si quelqu'un avait simplement besoin que tout paraisse naturel. Parce que quand tout semble naturel, personne n'enquête. Personne n'exige rien. Personne ne change rien. Et pendant ce temps, la prochaine catastrophe se prépare déjà. Sur une côte, dans une ville densément peuplée, quelque part sur la planète où l'on parle déjà de température et d'humidité record. Mais il est encore temps. Il est temps de regarder avec un autre œil. Il est temps d'arrêter d'avaler le récit de l'événement imprévisible. Les silences du pouvoir et la fureur du peuple. L'eau n'a pas été la seule chose qui a dévasté Valence. Le silence aussi. Un silence institutionnel, médiatique et politique. Un silence d'autant plus douloureux lorsqu'il était mêlé à la boue, aux sirènes tardives et aux appels d'urgence restés sans réponse. La tempête s'est formée plusieurs jours à l'avance. Les cartes météorologiques indiquaient clairement le risque. Des alertes techniques ont été déclenchées, mais la réaction politique est arrivée trop tard. L'Agence météorologique nationale, AEMET, a émis une alerte rouge pour précipitations extrêmes le matin du 29 octobre, mais la notification publique officielle, celle qui devait parvenir au téléphone portable des citoyens, n'a été envoyée qu'après 20 heures. À ce moment-là, Valence était déjà un véritable chaos. Beaucoup n'ont pas réussi à s'échapper. D'autres ont essayé, mais se sont retrouvés coincés dans des sous-sols, des garages ou des avenues transformées en rivières. Certains sont morts en essayant de sauver leurs enfants, d'autres en essayant de déplacer leurs voitures avant que l'eau ne les détruise. Comment expliquer qu'un système d'alerte qui fonctionnait pour protéger les satellites, les avions et les centrales électriques n'ait pas réussi à protéger des vies humaines? L'erreur n'était pas technique, elle était politique. Et pour être clair, il faut le dire. Le système a échoué de haut en bas. Les décisions n'ont pas été prises au moment opportun. Les ordres ne sont pas arrivés au moment opportun. Et tandis que les citoyens tentaient de survivre, l'appareil institutionnel est resté immobile, inexplicablement silencieux. Et lorsqu'il a finalement parlé, le message était erroné. Aucune responsabilité n'a été assumée. Aucune excuse n'a été présentée. Aucune explication n'a été fournie pour les échecs. Ce qui a été fait, c'est lancer une opération de nettoyage et de normalisation contre la montre, tandis que les revendications les plus gênantes étaient étouffées. Les caméras ont montré des brigades déblayant la boue, des bénévoles balayant les rues, des politiciens visitant les zones touchées avec des gilets réfléchissants. Mais les voix des victimes ont été reléguées aux marges.
comme si l'indignation collective pouvait se dissimuler derrière un cadre bien calculé. Mais les gens ont parlé, et il a parlé haut et fort. Lors de l'une des plus grandes mobilisations de mémoire d'homme, plus de 80 000 personnes sont descendues dans la rue. Elles ont manifesté devant les bâtiments gouvernementaux. Elles ont crié des noms. Elles ont exigé des explications. Elles voulaient savoir pourquoi cela avait pris autant de temps, pourquoi les zones critiques n'avaient pas été évacuées, pourquoi le risque avait été minimisé alors que tout laissait présager une tempête sans précédent. Le roi d'Espagne a visité la ville quelques jours après la catastrophe. Son arrivée était symbolique, mais aussi désastreuse. Alors qu'il marchait parmi les décombres des maisons détruites et les rues boueuses, il a été accueilli par des cris de « honte »,« dégagez » et « assez de mensonges ». Certaines victimes, encore sous le choc, ont jeté de la boue sur le cortège royal. Ce n'était pas un acte de rébellion insensé, c'était une expression de deuil, et surtout d'abandon. Car c'est ce que beaucoup ont ressenti pendant ces heures, un abandon total. La fureur du public ne repose pas sur des théories, elle repose sur des faits. L'un d'eux est le timing des alertes. Il a fallu plus de 12 heures aux autorités régionales pour émettre l'alerte officielle. En situation d'urgence climatique, c'est une éternité. La différence entre la vie et la mort, entre évacuer à temps ou mourir coincé chez soi. Autre fait, les infrastructures de Valence n'étaient pas préparées. La ville s'est développée de manière anarchique pendant des décennies. Urbanisation massive, sols imperméables, réseaux de drainage vétustes, système de contrôle hydraulique datant du milieu du siècle dernier. Tout cela, combiné à des précipitations historiques, a entraîné un effondrement inévitable. Mais le pire, c'est que tout cela était connu. En 2019, un rapport technique de l'Ordre des ingénieurs civils a averti que les systèmes de drainage de Valence étaient insuffisants pour faire face à une intense tempête d'Anna. Le rapport a été soumis au conseil municipal. Qu'a-t-on fait de ces informations? Rien. L'affaire a été abandonnée. Et lorsque la catastrophe a frappé, les politiciens ont répété la phrase la plus entendue ces dernières décennies. Personne ne l'a vu venir. Mais ils l'ont vu venir. Agir n'était tout simplement pas approprié. Car agir implique d'investir, de planifier, de contrarier les intérêts du développement urbain, d'exiger des réformes impopulaires. Agir implique de faire passer la vie des gens avant les convenances partisanes. Et cela, semble-t-il, est encore trop demandé. C'est pourquoi la population a réagi comme elle l'a fait. Car ce n'était pas seulement une inondation, c'était le reflet d'une politique qui n'écoute pas, ne prévient pas, ne protège pas. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pleine de promesses creuses. Au milieu de tout cela, ils ont tenté d'imposer un discours d'unité, d'espoir, de reconstruction. Les volontaires ont été félicités à juste titre et les forces de sécurité ont été remerciées également à juste titre, mais toute discussion sur les responsabilités a été évitée à tout prix. Les grands médias ont concentré leur couverture sur les efforts de nettoyage, les récits d'obstacles surmontés, les gestes de solidarité. Tout cela est bien beau. Mais l'urgence était d'expliquer pourquoi l'échec était si retentissant. Et puis, le silence a de nouveau gagné. Mais ce silence, heureusement, n'est plus absolu. De plus en plus de personnes s'interrogent sur la situation. De plus en plus de voix réclament des réformes. Et il devient de plus en plus évident que ce n'est pas seulement le climat, c'est le système qui a laissé faire. Reconstruire ou redémarrer en silence. Quand l'eau se retire, il ne reste plus que de la boue. Il y a des décombres, des foyers brisés, des familles fragmentées. Mais des questions subsistent aussi. Des questions qui, sans réponse, deviennent des fantômes. Et comme tout en politique moderne, l'important n'est pas toujours de résoudre, mais de tourner la page rapidement. C'est ce qui commence à se produire à Valence. Le discours officiel a changé. De la tragédie à l'optimisme. De « personne ne l'a vu venir » à « nous allons reconstruire ». Et ce verbe « reconstruire » semble une solution. Mais parfois, ce n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour ceux qui ont tout perdu de vendre par désespoir. Pour établir le récit selon lequel, après la catastrophe, les prix ont chuté et que ce qui reste ne vaut plus rien. Et pendant ce temps, les investisseurs achètent discrètement des locaux commerciaux, des terrains entiers, des maisons détruites, le tout à prix réduit.
Car dans cette histoire, la boue sèche, mais la spéculation prospère. Et là où il y avait autrefois des maisons, demain, il pourrait y avoir des centres commerciaux. Car reconstruire sans rien apprendre, c'est répéter l'erreur avec une nouvelle couche de peinture. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Les plans de relance promus par les gouvernements régionaux et nationaux ne tiennent pas compte des nouvelles réalités climatiques. On parle de relogement des familles, de nettoyage des rues et de réparation des dégâts. Mais on ne repense pas le modèle urbain, ni les infrastructures hydrauliques avec des paramètres climatiques actualisés. On ne parle pas de perméabilité des sols, ni de plans d'évacuation numérisés. On n'investit pas dans l'intelligence prédictive. On veut juste revenir à la normale. Comme si le retour à la normale suffisait. Mais qu'est-ce que la normalité quand on sait déjà que le climat change? À quoi bon restaurer un système brisé par la première grosse tempête? Et si ce retour à la normale n'était en fait qu'une façon de cacher la faute sous du ciment frais? Certains experts techniques ont proposé des idées innovantes. Construire des parcs inondables comme ceux de Copenhague, installer des capteurs d'humidité et de pression atmosphérique en temps réel, réactiver les canaux naturels en zone urbaine pour faciliter le drainage, reformuler les codes de construction pour les zones à risque, mais nombre de ces propositions ont été ignorées ou abandonnées. Pourquoi? Parce qu'innover est inconfortable. Parce que le véritable changement exige de rompre avec les anciens accords, avec les intérêts immobiliers, avec les structures de pouvoir qui profitent du statu quo. Et parfois, même si cela peut paraître dur, il est plus facile d'attendre la prochaine tragédie que de la prévenir. D'où une question dérangeante. Et si ce qui s'est passé à Valence n'était pas seulement une catastrophe? Et s'il s'agissait aussi d'un test silencieux pour évaluer la réaction de la population, le temps qu'elle met à se mobiliser, la rapidité avec laquelle elle oublie, l'idée peut paraître farfelue jusqu'à ce qu'on l'analyse froidement. Car ce que nous avons vu à Valence n'était pas un simple échec de gestion. C'était une série de décisions stratégiques, d'omissions répétées, un récit médiatique parfaitement cohérent et une réponse officielle mesurée au millimètre près. On l'a minimisé, l'attention s'est déplacée, l'image a été blanchie. Et maintenant, on reconstruit, sans rendre de compte. En moins de 2 semaines, le discours médiatique avait déjà changé. On parlait de tourisme, de reprise économique, d'esprit de solidarité. Et oui, tout cela est précieux. Mais c'est dangereusement commode pour ceux qui veulent avancer sans s'attaquer aux racines du problème. Et le plus alarmant, c'est que cette formule pourrait se reproduire. Dans une autre ville, dans un autre pays, sur une autre côte où les eaux chaudes de l'océan génèrent déjà des anomalies. Et si cela se produit, si le schéma se répète, aurons-nous le courage de nous poser à nouveau les questions que nous nous posons aujourd'hui? Car au final, l'enjeu n'est pas seulement de reconstruire les rues. Il s'agit de reconstruire notre façon de concevoir la responsabilité, l'avenir urbain, le rôle du pouvoir face aux catastrophes. Et cela ne se fait pas avec de belles paroles ou des photos lors d'inauguration. Cela se fait par un véritable changement et par la mémoire. Une société qui oublie est une société vulnérable. Et aujourd'hui, Valence est au bord de l'oubli. Non pas que ses habitants le souhaitent, mais parce que le système était conçu pour étouffer rapidement tout ce qui les perturbe. Mais vous êtes là, et cela signifie qu'il existe encore des personnes qui veulent comprendre au-delà des gros titres, au-delà du discours officiel. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous laisser sur ce point. Nous ne pourrons peut-être pas empêcher la prochaine tempête, mais nous pouvons décider quoi faire avant qu'elle ne frappe. Et si vous pensez que Valence a marqué la fin, ce n'était pas le cas. Je vous invite à regarder cet autre cas tout aussi troublant, choquant. Des barrages s'effondrent sans prévenir et tout est enregistré. Certains à cause de précipitations extrêmes, d'autres à cause d'années de négligence, mais tous à cause d'erreurs qui auraient dû pu être évitées. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez vigilants, restez conscients.